Bonsoir, classe. Nous allons cet après-midi poursuivre avec notre cours d'anatomie cardiaque, évidemment en abordant aujourd'hui les structures nerveuses, c'est-à-dire l'innervation intrinsèque ainsi que l'innervation extrinsèque du cœur. Nous avons déjà regardé ensemble la morphogénèse, nous avons analyser le cœur, évidemment, du point de vue anatomique, de sa configuration interne et de sa configuration externe. Nous avons regardé ensemble la vascularisation artérielle et veineuse. Je vous ai laissé le soin d'explorer le réseau lymphatique. Et maintenant, nous allons aborder l'innervation du cœur qui comprend une innervation extrinsèque et une innervation intrinsèque. L'innervation extrinsèque du cœur comprend une composante sympathique. Donc, les branches sont nées de la chaîne, des ganglions de la chaîne cervicale, d'où vont émerger le nerf cardiaque supérieur, moyen et inférieur. Bah ouais. L'innervation parasympathique est formée par les branches du nerf vague, issues du bulbe, donnant le nerf cardiaque supérieur, le nerf cardiaque moyen et le nerf cardiaque inférieur. Ces branches vont converger évidemment au niveau du plexus antérieur du ganglion cardiaque supérieur de Weisberg, pas vrai, et vont donner des fibres et qui sont destinées au plexus coronaire, au plexus sous-épicardique, au plexus sous-endocardique et au plexus postérieur ou veineux. Alors, l'innervation intrinsèque du cœur est d'une importance capitale. Alors, cette innervation, ce système électrique, je voudrais dire, par d'un élément important, d'une composante importante qui est le nœud sinusal. Du nœud sinusal vont partir des fibres qui vont être relayées par d'autres fibres au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et les flux vont être conduits au niveau du faisceau de His et au niveau des fibres de Purkinje. Alors, regardons de plus près cette conduction intracardiaque de l'influx nerveux. Le nœud sinusal, et du nœud sinusal partent des branches, le faisceau si vous voulez, faisceau internodal de l'antérieur, faisceau de Bachmann, faisceau de Wengebach, faisceau de Torel, faisceau de James, faisceau de Mayaim, faisceau de Kent, neuro-auriculo-ventriculaire finalement, faisceau de His, branche droite du faisceau de His, branche gauche du faisceau de His, et le système de fibres de Purkinje. Alors, pourquoi aborder avec vous cette innervation intrinsèque, cette innervation en général? Alors, le système sympathique est accélérateur. Le système parasympathique est freinateur. Alors, médié par des neurotransmetteurs, je vous exhorte à aller regarder les, les médiateurs, les neuromédiateurs du système sympathique, du système parasympathique, afin de pouvoir comprendre, pas vrai, l'accélération, l'activité accélératrice du cœur et l'activité freinatrice du cœur à partir du système sympathique et du système parasympathique. Mais cependant, ce qui a trait au système nerveux intrinsèque, le cœur possède ses propres capacités d'automatisme, ses propres capacités de dépolarisation pouvant générer l'influx nerveux, pouvant générer, je dirais, une énergie qui peut être transformée, une énergie chimique qui peut être transformée en énergie électromécanique, aboutissant à la contraction du muscle cardiaque. Alors, l'influx générateur de battement, de contraction cardiaque par évidemment du nœud sino-auriculaire. Si l'influx est bloqué à ce niveau, on a un bloc sino-auriculaire. Si l'influx est bloqué au niveau de ce faisceau, pas vrai? OK?
OK, le flux peut être bloqué au niveau de ces fibres, pas vrai? Le flux peut être bloqué au niveau auriculo-ventriculaire. On aura un bloc auriculo-ventriculaire. Et le flux peut être bloqué au niveau des branches. On peut avoir un bloc de branche, pas vrai? Un bloc de branche droite, droit, un hémibloc antérieur, gauche, un hémibloc postérieur, gauche, ou un bloc de branche gauche, complet ou incomplet. Alors, vous voyez la nécessité de bien saisir ces éléments anatomiques, de bien les appréhender, de bien les assimiler, afin de pouvoir comprendre les troubles de la conduction cardiaque. Alors, nous allons aborder le péricarde. Le péricarde est une enveloppe fibreuse qui entoure le cœur. C'est un sac fibreux comprenant un feuillet viscéral, un feuillet pariétal, avec évidemment des cellules, une couche de cellules mésothéliales. Alors, ce péricarde comporte aussi un cône et on peut ajouter, bah ouais, cette partie fibreuse du péricarde à quoi appeler fibreux. Alors, partie en vert foncé, le péricarde qui entoure le cœur et les rapports que ce péricarde entretient avec les organes de voisinage. Ici encore, c'est une vue du médiastin. Et les poumons sont réclinés latéralement pour vous permettre de regarder le péricarde, les gros vaisseaux, le thymus, ouais, à ce niveau. Alors ici, c'est une coupe passant par le médiastin pour vous montrer la cavité pleurale et les rapports de voisinage extrêmement, je dirais, serrés qu'entretiennent la plèvre et le péricarde. Alors ici, c'est une coupe histologique, vous montrez le feuillet pariétal, le feuillet viscéral, évidemment l'épicarde, et la cavité péricardique, évidemment le péricarde fibreux. Encore pour que vous puissiez mieux saisir, mieux photographier le péricarde, mieux comprendre cette structure. Ouais. Alors, le péricarde va recouvrir le cœur, mais cependant va au niveau des pédicules vasculaires déterminer une réflexion, ouais, une ligne de réflexion autour du pédicule artériel. Alors, regardez-moi, l'artère pulmonaire, l'aorte, avec une cave, et regardez comment est-ce qu'autour de ces organes, le péricarde détermine une ligne de réflexion qui voudrait dire qu'il existe, à partir de ce repli du péricarde, il existe des zones de ces vaisseaux qui sont intrapéricardiques et d'autres zones qui sont extrapéricardiques. Alors, regardons de plus près. Alors, quand nous regardons la face postérieure du cœur, quand nous regardons au niveau de à l'abouchement des veines pulmonaires, il existe une zone qu'on appelle le mésocarde postérieur. Et vous voyez, il existe une zone où le péricarde, évidemment, n'est pas présent. Et les réflexions se sont réalisées à partir de schémas en Y grossier ou en, je dirais, en clé, pas vrai, que vous pouvez visualiser. Alors, il en découle une structure qu'on appelle le cul-de-sac de Haller, pas vrai, encore appelé sinus oblique du péricarde, en arrière de l'atrium gauche. Alors, ici, pour vous montrer, pas vrai, une vue dorsale, pour vous montrer le sinus oblique, regardez la flèche, pas vrai, le sinus oblique du péricarde.
Alors, il existe aussi un sinus transverse du péricarde qui présente un orifice droit et un orifice gauche. Si vous regardez le schéma qui est dirigé à gauche et en avant, alors, sur ce schéma, vous pouvez contempler l'orifice droit entre la veine cave et l'aorte ascendant, l'orifice gauche entre le tronc pulmonaire et l'auricule gauche. Alors, ce sinus transverse vous permet de passer le doigt en arrière de l'aorte et de soulever l'aorte et l'artère pulmonaire en regardant, évidemment, la veine cave supérieure. Alors, ce geste est réalisé pratiquement à chaque intervention sur le cœur pour individualiser et canaliser, évidemment, les vaisseaux et nécessitant une canalisation une cannulation, excusez-moi, pour une intervention. Je vous prie de bien comprendre l'anatomie du sinus transverse et l'anatomie du sinus oblique. Alors, vous pouvez passer le doigt aussi, plus difficilement, au niveau de ces sinus. Alors, il existe aussi des récessus. Alors, regardez avec moi, les récessus interpulmonaires, je dirais, gauche, pas vrai? Et je dirais, récessus pulmonaire qui se trouve entre la veine à droite, entre la veine cave supérieure, entre la veine cave supérieure, pas vrai? Et entre la veine cave supérieure, excusez-moi, entre la veine cave supérieure et la veine pulmonaire, pas vrai? Droite, récessus entre ce qui devait être la veine cave gauche lors du développement embryonnaire. Cette veine cave gauche a évolué, laissant uniquement en place la veine cave qui se trouve à droite, la veine cave supérieure. Unique. Alors, entre la veine cave gauche vestigiale et la veine pulmonaire gauche se trouve un récessus, ok, un autre récessus, et les deux constituent des récessus, des récessis, pas vrai, interpulmonaire droite et gauche. Alors, vous pouvez visualiser ici, pas vrai, le cul-de-sac de Haller, pas vrai, le sinus transverse, le tel, sur ce schéma. Tout est mis à votre sacré pour meilleure compréhension. Alors, le péricarde fibreux va être constitué de plusieurs ligaments qui vont relier, pas vrai, et euh, le péricarde à l'œsophage, au diaphragme, à la colonne vertébrale, au sternum, et ces ligaments portent le nom, par exemple, des organes, ligaments sternocardique en fonction de la structure intéressée. Alors, le péricarde est vascularisé, cher ami, par l'artère thoracique interne et sa branche, l'artère péricardio-phrénique, ok? Les artères phréniques et des rameaux provenant de l'aorte. Pas vrai? Il existe des nœuds ganglionnaires, un système, je dirais, et un réseau ganglionnaire autour du péricarde que je vous demande d'apprécier beaucoup plus en profondeur, pas vrai? Pas vrai? Et le péricarde est aussi vascularisé et innervé par des troncs du nerf vague, du nerf sympathique, des nerfs phréniques, pas vrai? Alors, pourquoi étudier l'anatomie du péricarde? Quand le liquide s'accumule dans les deux feuillets du péricarde, pas vrai, on est en présence d'un épanchement péricardique. Quand le péricarde est enflammé, on est en présence d'une péricardite. Alors, l'anatomie nous permet
de mieux comprendre ces pathologies et de surtout comprendre que dans le cas d'une péricardite constrictive, c'est-à-dire le péricarde est devenu fibreuse et enserre le cœur, entraînant une insuffisance cardiaque, pas vrai? Donc, on peut faire une péricardiectomie tenant compte de la présence, évidemment, des deux nerfs phréniques latéraux au cœur, pas vrai? Donc, on peut faire une péricardiectomie. Quand le liquide est accumulé et que le drainage n'est pas suffisant pour évacuer tout le liquide, on peut réaliser une fenêtre péricardique. Toute l'anatomie est au service de la clinique et de la chirurgie. Alors, faisons un rappel de la structure du cœur, qui est composée de l'endocarde, du myocarde, du squelette fibreux, encore appelé trigone, des anneaux, des valves et du péricarde finalement. Une sorte de synthèse, pas vrai, des différents éléments structurels cardiaques. Alors, l'anatomie est au service de l'imagerie. Regardez avec moi les 4 cavités cardiaques visualisées à l'échographie. Alors, sans une connaissance, pas vrai, de l'anatomie, comment reconnaître ces structures à l'échographie? Regardez-moi ici, sur une coupe, passant par le grand axe du cœur, la visualisation échographique du ventricule droit, du ventricule gauche, de l'oreillette gauche et de l'aorte. Sans une connaissance approfondie en anatomie, il vous serait difficile de pouvoir comprendre ces relations entre l'imagerie et l'anatomie. Regardez ici une opacification des vaisseaux coronaires. Okay. L'angiographie coronarienne, sans une connaissance du trajet, la trajectoire, je dirais, des vaisseaux et de leur rapport anatomique et des territoires qu'ils vont irriguer, il vous serait difficile de comprendre leur pathologie. Évidemment, il vous serait difficile de comprendre qu'une sténose, pas vrai, une sténose peut être corrigée, évidemment, par une reperméabilisation, une revascularisation utilisant l'artère mammaire interne ou les veines saphènes. Regardez ici, au scanner, le cœur, c'est la passant par T8 qui permet de visualiser cette partie du cœur, évidemment les poumons latéralement, le sternum en avant, la horte descendante en arrière. Or, une coupe vous permettra de voir un épanchement péricardique malin, un épaississement grossier du péricarde en serrant le cœur. Alors, il va falloir réaliser une péricardictomie tenant compte, évidemment, de la présence du nerf phrénique. Le scanner et le MRI, à comprendre, évidemment, en passant tout d'abord par la compréhension de l'anatomie. Ce ne serait pas une étude de répétition, mais plutôt une étude de compréhension et d'agencement de structure, évidemment, en retenant aussi la nomenclature. Alors, en conclusion, pour l'étude de l'anatomie cardiaque, nous voyons que l'anatomie nous permet de réaliser des pratiques cliniques avec le stéthoscope. Le stéthoscope peut nous permettre d'ausculter, mais pour ausculter, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement des valves, leur position et leur projection. De réaliser l'anatomie, grâce à l'anatomie, on peut réaliser, la cardiologie interventionnelle qui consiste à pacifier les vaisseaux et pouvoir même les déboucher. Et enfin, la chirurgie cardiaque qui peut être réalisée avec ou sans circulation extracorporelle, avec une connaissance bien approfondie de l'anatomie cardiaque. Je vous remercie et on se retrouve très prochainement pour l'étude anatomique des gros vaisseaux, en commençant par la haute. Les questions? S'il n'y en a pas, je me retire et je vous dis à très bientôt.